c'est souvent fait par quelqu'un d'interposé. C'est souvent pas les personnes dans l'appartement ou dans la maison qui nous appellent. C'est pour ça que quand les patrouilleurs arrivent, il y a souvent... faut créer un contact parce que c'est justement pas eux qui nous ont demandé assistance. Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Pourquoi ce projet? Pourquoi la violence conjugale? D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu le désir de mieux comprendre le processus de communication entre les humains. Dans les dernières années, j'avais été les yeux et les oreilles de situations violentes dans des relations de couple. Je trouvais que ça avait complètement aucun sens de faire subir autant de violence à quelqu'un. Et de voir à quel point quelqu'un qui se retrouve au cœur du processus pour s'en sortir peut vraiment vivre l'enfer. C'est de là qu'est né le projet Enquête de liberté. Je voulais comprendre et voir aussi c'était quoi concrètement les outils à notre disposition pour aider et pour prévenir et réduire les situations de violence entre les humains. Je me suis laissée guider par mon désir de ramener davantage l'amour et la douceur au cœur des relations humaines et de permettre aux personnes victimes de violence de vivre moins de culpabilité, de se sentir davantage compris et que pour eux, ce long processus soit un peu plus léger à porter en se disant « Wow, il y a quelqu'un qui a su mettre un peu en mots ce que je vis et j'aurais plus besoin de me battre autant pour me faire comprendre face à ce que je vis. » J'avais aussi le désir que quiconque écouterait le résultat final de ce projet pourrait se dire « OK, je comprends mieux. » Ou encore de se dire « Cool, j'ai certains outils entre mes mains maintenant pour vivre des relations moins violentes et davantage bienveillantes avec les autres puis envers moi-même. » Pour moi, la première étape au début du processus, c'était d'aller démystifier ce que font les policiers en intervention de contexte de violence et les outils qu'ils ont entre les mains pour agir. Je te remets en contexte. À l'été 2021, on parlait beaucoup du manque d'action de la part de ces derniers. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des principaux concernés pour comprendre. Aujourd'hui, en fait, on est au service de police de l'agglomération de Longueuil et aujourd'hui, on rencontre l'agente Cathy Fortin. Bonjour. Présentement, ça fait 3 ans que je suis à la section prévention, vigilance, relations avec la communauté et ça va faire 6 mois que je suis pour le comité violence conjugale, mais j'ai quand même 18 ans d'années fait au service et 15 ans passés sur la route dans l'auto de police à répondre aux appels d'urgence. Il y a vraiment, au service de police de Longueuil, si je comprends bien, il y a vraiment une section qui est consacrée uniquement à la violence conjugale. Oui, bien dans notre section, il y a beaucoup de comités pour les personnes vulnérables, dont un pour la violence conjugale. Puis en tant que tel, comment ça se passe un petit peu au jour le jour dans justement cette section-là du service qui est offert? La section au complet ou pour vraiment le comité violence conjugale? Exactement, pour la violence conjugale. Oui. J'ai des réunions, je vous dirais, c'est pour le gros comité, parce qu'il y a un gros comité pour la violence conjugale, c'est 3 fois par année. Puis il y a des comités qui se sont ajoutés effectivement cette année, c'est le sujet de l'heure. Donc il y a des comités qui se sont formés, un pour les enfants qui sont exposés à la violence. Ça aussi, c'est 1 fois par mois. Il y a un comité qui là, je connais pas tout par cœur, mais il y a plusieurs. On est en train de tout revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la cour? Qu'est-ce qu'on peut refaire de plus? Comment qu'on peut tout réaménager ça pour donner plus de services. Parce que justement, en ce moment, il y a beaucoup de réformes de ce côté-là qui sont un peu en branle, là, considérant qu'on est en 2021, on est post-pandémie. J'imagine que ça aussi, ça fait qu'il y a différents autres services qui sont un peu
prévu ou du moins qu'il y a des discussions pour justement rendre ça encore plus accessible à la population pour aider le fait qu'on a mis beaucoup de l'avant que la violence conjugale devait être arrêtée puis qu'on en avait beaucoup de cas qui étaient qui se passaient à tous les jours. Oui, bien effectivement, c'est comme au service de police de Longueuil, on a un nouveau service qui est pour le déménagement en urgence. OK. Fait que quand il y a une femme ou un homme qui veut déménager en urgence, ça se fait il y a un appel qui se fait au capitaine, il y a 2 patrouilleurs qui sont dégagés et le déménagement se fait là. Okay. Avec normalement ça devrait prendre 1 heure et demie selon c'est du cas par cas, mais c'est un nouveau service qui se fait que des fois les personnes ne voulaient pas déménager tout de suite, ils trouvaient ça compliqué ou il y avait pas de déménageurs, il y avait pas d'amis pour les aider. Fait que là c'est un nouveau service. C'est un organisme qui s'offre gratuitement. Est-ce que l'organisme porte un nom? Oui, c'est Transit Secours. Oui. Ça permet que ça va un service encore plus rapide qui est offert, j'imagine. Fait que c'est tout nouveau, vraiment tout nouveau. OK, bon, super. C'est une bonne chose à savoir de ce côté-là. Puis en tant que tel, parce que justement, vous avez parlé s'il y avait un déménagement d'urgence qui devait être fait, comment est-ce qu'il y a certaines lignes d'intervention qui vont se passer quand un policier se présente sur place, quand il reçoit un appel? Est-ce qu'il y a un peu des procédures qui sont mises en place? Est-ce que c'est... Pour un appel en violence conjugale ou là pour le déménagement? On appelle en violence conjugale, oui. Pour un appel, oui, on a des... Ben ça fait longtemps, là, on a des directives... Je vous dirais que ça a quand même pas trop changé, là. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand il s'agit de violences conjugales et intrafamiliales. C'est que le policier est obligé, même si on n'a pas de plainte, soit du conjoint masculin, soit du conjoint féminin, on est obligé de porter plainte à leur place. Okay. Donc, quand on se rend compte qu'il y a eu violence physique ou menace verbale, on doit procéder à l'arrestation du suspect. OK. Fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre à dire oh, on n'a pas de plainte, on va laisser faire ça ou on va faire un dossier de chicane de famille, ben on n'a pas le droit de faire ça. Okay. Puis même quand c'est en intrafamilial, si c'est un enfant qui frappe un de ses parents ou un parent qui frappe un de ses enfants puis qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas le choix, on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus, fait que c'est des directives qui sont au service de police. OK. Puis en tant que tel, est-ce que ça arrive des situations où est-ce qu'il y a des personnes qui disent non, on veut pas qu'il y ait de plainte officielle? J'imagine que ça doit être quelque chose qui arrive souvent. Il y a beaucoup de personnes c'est gros une plainte. Déjà, quand les patrouilleurs arrivent dans le milieu de la résidence, c'est quand même beaucoup pour la personne. Donc, d'aller porter plainte, d'entendre tout ce qui se passe au tribunal, c'est quand même long. C'est un gros... comment je pourrais dire ça? C'est une longue procédure qui demande beaucoup d'énergie. Il y en a qui connaissent déjà, qui savent déjà parce qu'ils ont déjà passé par là ou qui ne sont pas prêts non plus à passer par là, mais que là, ce soir-là ou cette journée-là, il s'est passé quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie avec eux, il faut qu'on les réfère aux bonnes ressources. On a beaucoup de ressources sur le territoire qui peuvent les aider à amener à vouloir porter plainte, mais les policiers le font d'emblée. Donc, là, après ça, c'est juste de leur expliquer qu'est-ce qui va se passer, de les mettre en sécurité, rien que pour leur dire qu'ils font bien de continuer dans la voie où on s'en va. Fait que dans le fond, les mettre en confiance. Exactement. Puis j'imagine aussi à travers de ça, pour vous, le but, finalement, c'est le plus possible qu'il y ait de la sécurité qui soit là. Puis par la suite, parce que c'est sûr, on entend quand même parler que quand il y a une plainte qui est faite, des fois, on dit c'est peut-être plus négatif pour la victime. Des fois, ça peut être amener une situation de danger additionnel. J'imagine que ça doit être un peu une certaine question qui est là de la part des policiers ou des policières qui arrivent sur place. Ils disent, on doit placer une plainte, mais en même temps, j'imagine tu auras un petit peu une question intérieure à dire, OK, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que ça fait un peu partie de... Oui, c'est sûr qu'on doit leur expliquer qu'est-ce qui se passe parce que quand il y a une plainte de portée, c'est sûr qu'on peut pas laisser le couple ensemble cette soirée-là, cette nuit-là. C'est sûr qu'on demande tout le temps à un des deux s'ils ont une famille proche ou des amis pour pouvoir au moins se séparer pour réfléchir ou quoi que ce soit. Puis quand il y a arrestation, de toute manière, on émet aussi des conditions pour rentrer en contact. Puis la personne qui est arrêtée rencontre le juge dans les 24 heures pour s'assurer de où ce qui va s'en aller, puis de quelles conditions qu'on va donner pour ne pas rentrer en contact avec la personne pour pas que ça se poursuive et que ça se dégrade de plus en plus. Fait que c'est sûr, il faut s'asseoir avec la victime. On va lui donner des ressources. Il y a des maisons d'hébergement.
Il y a le CAVAC aussi qui s'occupe des victimes d'actes criminels. Puis ces personnes-là sont vraiment outillées à leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Si la femme ou l'homme ont des enfants puis qu'ils doivent quitter, ben les maisons d'hébergement acceptent les enfants. Il y a pas toujours de délai possible. C'est du cas par cas. Hein? Fait que ces personnes-là peuvent vraiment prendre le temps de leur expliquer que c'est pas pressant, c'est pas urgent. On peut tout se placer, continuer les études. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Parce que j'imagine aussi que je vais dire comme ça, le cheval de bataille quand les policiers arrivent sur place, c'est beaucoup de rassurer les personnes avec qui ils sont en intervention, j'imagine. Oui, ben c'est sûr que comme on parle aussi, c'est sûr que nous, on est habitués au service, au tribunal, puis comment que ça se passe par ici, mais les nouveaux arrivants, oui, on leur fait, on appelle ça une présentation de la francisation, fait qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est quoi les lois au Québec, c'est quoi quand le policier arrive sur place, comment que le policier va agir, parce que dans leur pays, c'est pas ça qui se passe. Fait qu'il faut les rassurer parce que quand on part avec le conjoint, eux pensent qu'on va les mettre en prison puis qu'il va être maltraité. Sauf que c'est pas ça qui arrive. C'est qu'on leur explique que oui, on l'amène avec nous, mais qu'il va être libéré, qu'on va le placer à une autre adresse, que oui, ils vont être en interdiction de contact, mais c'est pour juste s'assurer que la situation se dégrade pas, là. Le suspect ou la suspecte va être quand même a des droits, là. Faut leur expliquer les droits. Les deux personnes ont des droits. Fait que c'est vraiment de les rassurer dans le sens que oui, ce soir, il y a une plainte, il y a une arrestation, mais la vie continue, puis c'est juste seulement pour mettre les personnes en sécurité. Parce qu'au final, les deux personnes, autant la victime que la personne qui va agresser l'autre, ben dans un contexte comme ça, les deux ont des droits. Finalement, la sécurité des deux, c'est beaucoup ce qui va primer, j'imagine. Oui, effectivement, c'est la sécurité des deux. Même si on arrête quelqu'un, c'est s'il a besoin d'aide, s'il est en aide psychologique, on va s'assurer qu'il reçoit toute l'aide possible. Aussi. Bon, ben, c'est une très bonne nouvelle. En tant que tel, je me demandais un petit peu du côté du quotidien parce que, bon, en tant que policier, policière, j'imagine que des fois, vous faites face à des situations où est-ce que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui peut être fait après avoir eu l'intervention. Est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce que les agents de la paix sont encouragés à contacter des organismes, par exemple SOS Violence conjugale ou Maison d'hébergement, si jamais il y a des questions additionnelles? On est vraiment dans la police de paternariat. Désolée, c'est un mot que j'ai toujours de la misère à dire. On est beaucoup dans travailler avec les organismes. Okay. Même les patrouilleurs, on connaît nos organismes sur le terrain. On travaille beaucoup avec les organismes dans nos comités, mais les patrouilleurs aussi, ils connaissent toutes les ressources sur le terrain, puis on est vraiment encouragés. Puis les patrouilleurs le font aussi d'emblée. Quand moi, je reçois des dossiers, ça s'appelle les dossiers prévention, mais souvent, les ressources ont été déjà référées. Reste juste à la personne peut-être d'avoir plus de motivation ou d'aide à appeler la ressource parce que c'est pas évident aussi pour quelqu'un d'appeler une ressource. Mais les policiers sur la route ils font beaucoup, là. C'est pas nouveau, là. On est habitué de travailler avec les organismes puis travailler ensemble. On s'en va vers là aussi. OK. Puis en tant que tel, ça peut représenter combien d'appels, par exemple, par jour? Je peux pas donner de statistiques. Effectivement, les appels, que ça soit par jour, par semaine, là, de santé mentale et de chicane de famille, ça fait partie beaucoup de nos appels. Si je comprends bien, de par le fait qu'il y a beaucoup d'appels dans ce sens-là, les policiers et les policières, dans le fond, ils sont outillés dans le contexte. Ils sont outillés, puis s'ils se posent des questions, il y a tout le temps le sergent de patrouille qui peut leur donner notre piste de solution. Comme nous, notre section, on est toujours là, on est toujours prêt. Ils peuvent nous donner un coup de fil, puis on peut même se déplacer sur place pour voir. Il y a les ZIP aussi, c'est une nouvelle section. Dans le fond, c'est une policière qui travaille avec une travailleuse sociale. Ils sont dans le même auto. Ils travaillent de midi à minuit, tous les jours de la semaine. OK. Fait que quand il y a un appel qu'on voit que c'est soit une chicane de famille, violence conjugale ou des fois en santé mentale, ben cet auto-là entend l'appel, va se diriger, puis la personne qui travaille en travailleuse sociale peut déjà faire une première approche puis référer la personne. Donc, c'est déjà un nouvel outil pour les patrouilleurs. Puis ça, en tant que tel, est-ce que c'est plus, disons, par rapport à vous ici, le service de police, ou c'est un service qui commence à être un peu répandu dans... Je sais qu'à Montréal, il l'a. OK. Mais là, je pourrais pas dire ailleurs, là, mais je sais qu'à Montréal, il l'a. Puis, rendu ici, c'est rendu ici. Ça, je peux pas. C'est dans la dernière année que ça s'est fait. Puis, ça va très bien. Et les patrouilleurs doivent vraiment aimer ça. Puis, c'est vraiment bien aimé. Dans mes dossiers, ils sont souvent là. Puis, ça a déjà fait une grande différence.
Wow, bon, c'est super ça. Fait que dans le fond, j'imagine qu'à travers ça, ça permet d'avoir un accès plus rapide pour les victimes, aux services, aux ressources, puis de se sentir rassuré, parce que des fois, il peut avoir, la population peut avoir une certaine crainte envers les policiers. Oui, c'est sûr que de voir un travailleur social habillé en civil, ça peut faire en sorte que, tu sais, il y a un lien de confiance qui se crée peut-être plus rapidement. Okay. C'est sûr qu'un uniforme, on se le cachera pas, là. Un uniforme, ça garde quand même toujours une distance, là. Oui, puis malgré qu'on est de plus en plus dans la police communautaire, dans la police proche des citoyens, on essaie vraiment de créer, de se rapprocher du citoyen. Il y a quand même encore un peu l'image, la crainte un peu, puis ça, je pense que c'est un peu typique de n'importe quel uniforme. C'est un peu impressionnant pour n'importe qui de voir un uniforme. Tu dis, oh, OK, c'est qui cette personne-là? Oui, effectivement. Ça va toujours être comme ça, je pense. Je pense que oui aussi. J'avais une question par rapport au fait que oui, ça peut arriver que vous recevez des appels. En fait, vous recevez des appels des personnes qui sont victimes d'une situation, mais dans un contexte où est-ce que, si par exemple, un proche d'une victime vous appelle, vous contacte, ou un témoin, un voisin, qu'est-ce qui est fait à ce moment-là? Si c'est un voisin, est-ce que ça arrive que vous recevez des appels qui disent, ben moi, j'ai comme l'impression que peut-être que mon voisin, ma voisine, il y a une situation qui est peut-être de la violence conjugale. J'imagine que vous devez en recevoir des appels de ce côté-là. Oui, beaucoup de chicanes de bruit, beaucoup de voisins vont appeler pour dire j'ai entendu ça dans des blocs appartements, c'est plus fréquent parce qu'on entend qu'est-ce qui se passe soit en haut, soit en bas, on entend des coups, on entend crier. Mais oui, c'est souvent fait par quelqu'un d'interposé. C'est souvent pas les personnes dans l'appartement ou dans la maison qui nous appellent. C'est pour ça que quand les patrouilleurs arrivent, faut faut créer un contact parce que c'est justement pas eux qui nous ont demandé assistance. OK. Donc, à ce moment-là, c'est un défi additionnel. C'est un défi additionnel, mais on encourage aussi les citoyens à, quand ils entendent quelque chose de pas correct, quand ils sont témoins de quelque chose, d'appeler. Ils peuvent rester anonymes. Okay. Ils peuvent le mentionner au 911, dire ben moi je préfère, je vous dis ça comme information, mais je préfère rester anonyme. Mais les patrouilleurs vont aller vérifier. Au moins, les patrouilleurs vont s'assurer de la sécurité de ce qui se passe. On est mieux d'appeler puis de s'assurer de la sécurité des personnes que de pas appeler. Puis oui, les personnes peuvent rester anonymes. OK. Donc, c'est déjà là pour quelqu'un qui ferait acte de bon citoyen, de vouloir aider, il peut rester anonyme. Puis oui, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas aussi avoir de chicanes de voisins par la suite. Parce que, tu sais, s'ils savent que c'est la personne qui a appelé, ben de plus avoir de confiance ou de créer un froid ou de la chicane. Fait que oui, la question d'anonymat peut rester. Puis ça, est-ce que, en tant que tel, un citoyen qui voudrait prendre action, faire quelque chose, est-ce que vous avez un petit peu des certaines suggestions que vous pourriez faire à un citoyen? Par exemple, un citoyen qui nous écoute aujourd'hui, qui se demanderait un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire au quotidien. Oui, il peut placer un appel auprès des policiers, mais est-ce qu'il y a certaines recommandations que vous feriez? Ou... Contacter le 911 parce qu'on voudrait pas qu'ils se mettent dans une situation que l'autre personne pourrait porter plainte ou de faire quelque chose qui est pas un pas légal ou de se mettre les pieds dans les plats, comme on peut dire. Enfin, l'appel au 911, c'est de mentionner, si on a vraiment peur pour la personne, c'est vraiment de mentionner au répartiteur qu'il y a urgence, qu'on a peur pour la personne, qu'est-ce qu'on entend. Dans ce temps-là, l'appel va se faire plus en urgence. Que quand on mentionne qu'il y a une urgence dans la voix qu'on entend ou dans ce qu'on entend, ben il va avoir il y aura pas de délai de la part des patrouilleurs. D'intervenir, je pense pas qu'on peut conseiller ça. Il peut y se passer quelque chose, puis on laisse les patrouilleurs faire. Effectivement, parce que c'est un peu dans cette optique-là que je pose la question, parce que certains citoyens disent, moi, je vais aller défendre l'autre personne. Dans certains contextes, j'imagine que ça peut juste envenimer la situation plus qu'autre chose. Quand il s'agit de porter assistance pour un premier soin, c'est pas la même chose. Quand c'est pour un acte criminel, je pense que l'appel au 911... Parce qu'en tant que tel, la violence conjugale, c'est pas nécessairement, il y a pas une loi spécifique par rapport à ça, mais on a vraiment des lois en lien avec dans le code criminel, si je me trompe pas. Quand on parle de violence conjugale, c'est quand il s'est passé quelque chose en couple, dans une union de couple. C'est souvent la personne va être arrêtée. Quand on arrête la personne, c'est pas pour violence conjugale, mais souvent pour voie de fait avec lésion, voie de fait grave, menace de mort. Il y a beaucoup, tu sais, la violence conjugale, c'est beaucoup d'articles, beaucoup d'infractions. OK. Fait que quand on parle de violence conjugale, c'est juste que ça s'est fait en tant que couple.
Parfait. Puis j'imagine que ça peut un peu expliquer pourquoi est-ce que justement ce qui ressort dans les nouvelles, souvent les cas de personnes qui ont été accusées ou qui ont été acquittées, c'est parce que justement, souvent il y a plusieurs chefs d'accusation autour de la violence conjugale parce que justement c'est plusieurs actes, plusieurs articles. C'est pas nécessairement parce que plusieurs fois qu'ils ont eu des appels qui ont été placés, c'est vraiment juste les éléments autour. C'est complexe, la violence conjugale. C'est très, très, très complexe. Même que c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de démontrer que la violence conjugale n'est pas seulement le coup de poing ou la menace ou n'est pas seulement la chicane qui est arrivée un soir. C'est sur une longue période de temps. C'est un contrôle qui est très, on appelle ça le contrôle coercitif. On va en entendre parler dans les prochains temps. C'est ça. On va vouloir démontrer au juge que oui, il y a eu un coup de poing ce soir-là ou une poussée, mais dans la dernière année, il y a eu un certain contrôle qui a été pris soit par l'homme ou par la femme. Et c'est ce contrôle-là, la perte d'estime de soi, c'est ça qui fait plus mal dans la violence conjugale. Okay. C'est plus le contrôle. Puis on tend vers, au lieu d'arrêter quelqu'un pour le voie de fait, qui est une action, de démontrer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. C'est quoi l'historique du couple? On s'en va plus vers là. Okay. C'est ça, la violence conjugale. C'est vraiment un historique. OK. Donc, de là, des fois, la difficulté dans certains contextes, j'imagine que certaines victimes ont plus de difficultés à identifier que c'est ça qu'ils vont vivre. Oui, parce que beaucoup, c'est psychologique. OK. C'est beaucoup, on parle beaucoup, quand les policiers vont arrêter, parce qu'il s'est passé, on voit des marques. Mm-hmm. Ça, c'est facile. C'est quand il n'y a pas de marque, mais c'est le contrôle qui est approuvé. C'est la personne, elle a perdu toute estime de soi. La personne, elle se fait... elle n'a pas le droit de travailler, plus le droit de parler à certains amis, elle doit rester dans la maison. Puis là, on met pas de sexe sur la personne qui vit ça. Là, s'il y a autant de victimes hommes, autant de victimes femmes, mais c'est vraiment le contrôle que la personne peut exercer sur quelqu'un. Pas obligé d'avoir des coups, pas obligé d'avoir des menaces. Là. C'est complexe, beaucoup psychologique. Ouais, ben c'est beaucoup ce qui ressort justement qu'on met beaucoup de l'avant avec notamment les campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place un peu partout en ce moment, parce que justement on dirait que il y a encore un peu une vision que justement la violence conjugale c'est que des coups, mais c'est pas les coups justement. Oui, il peut y avoir des coups, mais dans plusieurs situations c'est pas nécessairement du physique qui va se passer. Mais comme on explique, si, mettons, à ta première date, tu reçois un coup de poing, est-ce que tu vas rester? Normalement, non. Normalement, non. Pas grand personne vont faire « Oh, c'est la date du siècle, je vais rester. » Donc, c'est ça, c'est très sinueux, c'est large. C'est vraiment très, très large. Puis la personne qui a plus d'estime de soi, qui a plus confiance en elle, qui a plus confiance à ce qu'elle pense, parce que souvent, elle s'est fait dire qu'elle était bonne à rien ou qu'elle pensait pas correctement, qu'elle allait plus avoir d'argent, que sa famille la croirait pas, que ses amis la croiraient pas. C'est peut-être dur après ça de voir le policier puis d'expliquer ben moi je vis ça et donc je veux m'en aller. C'est pour ça que ça prend de l'aide, ça prend des ressources pour leur expliquer que c'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal. Puis souvent c'est des personnes qui vont être plus justement, ils vont avoir été coupés du milieu de leurs amis, milieu familial. Donc ils n'ont pas personne à qui se confier. Puis si la moindrement qu'on se confierait, il y a peut-être quelqu'un qui nous dirait non, c'est pas normal ce que tu vis, là, faut peut-être que tu en parles à quelqu'un ou faudrait peut-être que tu te sortes de là, mais vu que tu es seul, ben tu comprends pas. Oui, effectivement, quand tu es tout seul dans l'isolement, t'as pas nécessairement un regard extérieur à ta situation. Ils pensent que c'est une longue montagne à monter aussi, puis comment je vais faire pour m'en sortir seule, retourner sur le marché du travail. C'est une montagne pour eux. J'imagine que ça va faire partie des premières questions qui sont mentionnées quand il y a des rencontres, quand justement il y a une intervention qui est faite, un appel qui est fait auprès des policiers qui se présentent sur place. Ça doit faire partie, j'imagine, des questions qui sont là, ou des peurs, des craintes qui sont une famille, est-ce que je vais perdre ma famille? Tu sais, souvent, ça va être la menace, tu vas perdre tes enfants, t'es pas capable de t'occuper de tes enfants. C'est bon, mais fait que là, je veux pas perdre ma famille, donc je vais rester là. C'est vraiment de parler, discuter, qu'est-ce qui peut se passer, comment que ça se passe en cours, quel droit que t'as, même si t'as des enfants, il y a ces enfants, c'est quoi les droits comment que ça se passe en cours aussi, c'est d'expliquer tout le processus. C'est pour ça aussi la CAVAC fait quand même un très beau travail aussi parce qu'ils vont vraiment prendre la personne puis de A à Z au tribunal, leur rendre confiance,
puis de leur dire qu'est-ce qui va se passer aussi. Effectivement, parce que le CAVAC, c'est vraiment les victimes d'actes criminels, donc eux sont plus spécialisés du côté du code criminel, puis d'expliquer aux citoyens c'est quoi ses droits, j'imagine. Parce que c'est sûr que c'est quand même c'est gros pour une victime, cette journée-là, d'aller à la cour puis témoigner devant ton ancien conjoint ou des fois, c'est même pas un conjoint, c'est pas un ancien conjoint parce que la relation est encore là. Mm-hmm. Fait que ça doit être quand même assez très difficile. Ouais, disons que ça doit être un petit peu impressionnant, juste, en fait, de mettre les pieds dans un palais de justice. Tu vois son visuel, tu sais, quand tu témoignes, tu vois tout qu'est-ce qui se dit. Les questions de l'avocat de la défense aussi, qui est souvent, ça va être pour te discréditer, t'enlever de la crédibilité, donc... Effectivement. Est-ce que ça arrive souvent qu'une victime pourrait penser qu'elle pourrait être accusée ou qu'elle pourrait se retrouver emprisonnée, le fait qu'elle porte plainte? Je sais pas si ma question est claire, là. Ben, de ce que je comprends, peut-être que c'est parce que souvent... Mettons qu'il y a quelqu'un qui a frappé l'autre personne, souvent l'autre va savoir soit défendu. C'est-tu comme dans... Oui, dans ce sens-là, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a comme un peu la crainte? Ce sens-là, on appelle une plainte croisée parce qu'effectivement, même quand tu te défends et que tu donnes un coup à l'autre personne a le droit de porter plainte contre toi. Mm-hmm. Donc, souvent, ça se finit en plainte croisée. On arrête les deux personnes ont des conditions, puis c'est le juge qui va décider qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, si le suspect qu'on arrête nous dit, ben moi aussi, elle m'a frappé, puis effectivement, il y a une marque au visage, on peut pas dire, ben on vient de t'arrêter, on peut pas arrêter l'autre personne, on est obligé de prendre sa plainte aussi. Fait que ça se finit, on appelle ça des plaintes croisées. OK. Donc, de là, l'importance que, justement, vous soyez là pour expliquer les ressources puis constater la situation, de dire, ben il y a des ressources pour aider parce que si une victime a une plainte contre elle, ben ça peut être parce que c'est un historique, puis justement, elle s'est défendue à ce moment-là. Oui. Puis que finalement, tu vois, OK, le cas complet est plus complexe qu'un coup au visage, par exemple. Effectivement. C'est là faut qu'on voit l'historique, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, si toutes les cartes d'appel antérieures sont répertoriées, c'est que le policier, s'il prend tout ce qui s'est passé, regarde toutes les cartes d'appel antérieures, ben on peut arriver à une conclusion un peu plus globale. Ouais. Wow. C'est fou à quel point c'est complexe comme dossier. Puis ça peut expliquer aussi pourquoi il y a quand même plusieurs recommandations qui ont été faites dans la dernière année, justement, pour des modifications, des améliorations de la protection de la victime, finalement. Mais le fait que c'est aussi complexe que ça explique pourquoi est-ce que c'est un dossier qui prend du temps à être mis en place, parce que justement, c'est pas un seul élément ou deux éléments, c'est un ensemble de facteurs et d'éléments à prendre en considération. C'est un ensemble d'éléments, puis quand il y a une famille qui est mise en place, quand il y a des enfants qui sont là-dedans, ben souvent les deux parents vont garder la garde, ça va se continuer par la suite parce qu'il y a un échange d'enfants, durant l'échange d'enfants, des menaces peuvent être faites, seulement des regards, des fois c'est visuel, des fois c'est vraiment complexe. Donc de là l'importance de justement sensibiliser la population à ce qui est là, ce qui existe pour qu'éventuellement il y ait des changements pour le mieux pour tous, finalement. Oui, effectivement. Ben, un immense merci, puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour répondre à différentes questions. Merci beaucoup. À la fin de la rencontre avec l'agente Fortin, ce que je retenais le plus, c'est que la violence conjugale est très complexe, comme elle le répète à plusieurs reprises. Je me suis dit que les mieux placés pour parler de la violence conjugale en tant que telle et comprendre un peu plus qu'est-ce que c'était dans l'interview ceux dont on entend parler partout. SOS Violence Conjugale. C'est donc eux que j'ai interviewés par la suite. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode pour ma rencontre avec eux. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado En quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.